Mes amis, vous voyez devant moi Thierry Meyssan, vous l'attendiez, on va évidemment parler avec lui longuement, le temps qu'il faut, de la situation internationale et spécialement de la Palestine, du Liban, d'Israël, puisque c'est probablement le point qui nous fait le plus inquiétude. Mais je voulais qu'on revienne rapidement sur l'expérience d'il y a 15 jours, fructueuse de mon point de vue, à tous égards. On a décidé de continuer la formule quinzomadaire, gratuite, vidéo, où nous parlons affaires internationales. Mais pour moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Thierry nous dise à quoi servent ces émissions. C'est quoi leur visée intentionnelle, comme on disait dans la phénoménologie allemande. Je vais faire le cuistre intentionnellement pour pouvoir nourrir de façon provocatrice ceux qui disent que je suis un affreux Jojo. Et je suis un affreux Jojo, je le redis, je l'assume. Mais notre visée intentionnelle dans ces émissions, c'est quoi? C'est d'expliquer le contexte de ce qui se passe pour donner à chacun d'entre vous la possibilité de le comprendre. Parce que la presse en France, et pas seulement en France, c'est comme ça dans tout l'Occident aujourd'hui, ne donne pas les éléments de référence de ce qui est vécu et souvent donne des informations fausses pour les comprendre. Par exemple, sur la question des attentats du 7 octobre 2023. Voilà. On vous explique que ça a été fait par le Hamas, alors qu'il y a 2 Hamas et qu'il y avait dans cette opération d'autres composantes que le Hamas. Donc vous ne pouvez pas comprendre du tout ce qui s'est passé le 7 octobre si vous restez dans ce genre d'explication. Alors on le redit, en réalité notre sujet au fond, c'est d'abord d'expliquer ce qu'on voit à la télé, si j'ose dire, et au fond, de démonter le narratif officiel. Voilà, c'est ça. Il y a un narratif officiel. Mais au-delà de ça, Thierry, avant qu'on parle de la situation internationale, moi, ce qui me frappe, ce qui m'a frappé dans les réactions à notre émission, qui ont été en 2 temps, en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu la réaction de déception, et moi, je porte totalement ma croix, si j'ose dire, dans le fait que je n'ai pas assez expliqué le changement de formule, mais parce que on a voulu aller vite. Je me permets de redire que c'est à ta demande qu'on a évolué, mais c'est une demande qui rencontrait notre consentement général. On ne l'a pas expliqué, ce qui est un problème. Effectivement, je n'ai pas de difficulté là-dessus. Simplement, il y a eu des réactions négatives que moi, personnellement, je comprends. Certaines excessives. Puis j'ai fait une vidéo pour dire stop, attendez, tout ça c'est gratuit, donc à un moment donné, quand on bénéficie d'un bien gratuit, il faut aussi savoir dire merci. Voilà, c'est-à-dire que cette mentalité consumériste contemporaine où on a tous les droits parce qu'on consomme et c'est gratuit, mais vous en faites jamais assez. Et nous, on trouve que faire 35 heures par semaine, c'est épuisant. Mais vous en avez fait que 100 heures cette semaine et vous êtes des nuls. Et cette réaction, cette vidéo que j'ai faite provocatrice, a permis aussi de voir que beaucoup de gens sont contents de la formule et beaucoup de gens se disent mais il y a une consommation, moi j'appelle ça, je regarde le lave-linge tourner, une consommation gouroutisée de vidéos, et puis il y a des gens que je remercie, que je salue, que je mets en valeur, qui se disent mais moi ce qui m'intéresse c'est le fond. Alors la forme n'est pas forcément sans intérêt, mais j'apprends, je passe plusieurs fois l'émission, vous prenez le temps de parler, merci de ce travail. Est-ce que notre objectif, Thierry, c'est de développer le nombre de gens qui ont envie de prendre le temps d'apprendre, qui se donnent le temps du temps long, et est-ce que nous considérons que nous avons une mission pédagogique ou d'éclairage d'un certain nombre de gens qui n'ont pas forcément accès à l'information, à qui on dit mais nous on va vous accompagner dans une démarche sérieuse. C'est de ça dont on parle et non pas du renforcement de certaines opinions. Qu'est-ce que tu appelles le renforcement de certaines opinions? Parce que beaucoup de gens écoutent des vidéos pour trouver la confirmation de ce qu'ils pensent avant d'écouter la vidéo. Si c'est le cas, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Alors,
tu le dis gentiment, je plaide totalement coupable en disant que moi je le dis méchamment, mais aussi parce qu'à un moment donné il y a une lassitude. Mais je le redis, je crois que notre responsabilité de médias, et puis en plus Thierry, toi comme moi, même si ça a des niveaux différents, sont des formes différentes, nous avons bénéficié de la République et d'une époque qui est morte aujourd'hui, on peut le dire. À une époque, la République, c'était l'accès aux Lumières. En tout cas, moi, je suis reconnaissant à la République de m'avoir donné des bourses d'études pour apprendre. Maintenant, je ne suis pas sûr que tous les boursiers puissent apprendre en échange de la bourse qu'ils reçoivent. Mais moi, je dis merci à la République de m'avoir permis de faire ça. Ça a été vrai à une époque. Et je considère que notre métier, notre devoir moral, notre responsabilité sociale, c'est de transmettre, y compris en disant aux gens, mais secouez-vous. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre, l'apprentissage, à un moment donné, c'est douloureux, c'est une rigueur, c'est un effort, c'est désagréable. Et l'apprentissage sans peine, ça n'existe pas. Alors, je ne pense pas que ce soit douloureux, mais je pense que c'est un vrai effort, oui. Chacun vit l'effort à sa manière. C'est-à-dire, je pense que c'est un effort très agréable, mais bon, effectivement, en même temps, c'est un effort. Alors, c'est comme le marathon. Parce que toi, tu es sans doute marathonien, donc tu as atteint le stade dans le marathon où ça devient agréable de courir, de passer ces 20 km. Mais pour ceux qui commencent le marathon comme moi et qui partent à zéro, moi, si on me demande de faire un marathon, je vais juste en chier et ça ne me donner aucun plaisir. Mais à partir d'un certain niveau, on commence à retirer du plaisir. Thierry fait beaucoup d'efforts pour me subir et on l'en remercie. Non, il n'y a pas d'effort là. L'effort va commencer maintenant. Ah bon. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on parle de ce sujet qui, moi, m'horrifie, c'est au fond la banalisation, je vais le présenter de façon provocatrice, puisque je suis dans une phase provocatrice. En Occident, il y a une banalisation du terrorisme israélien. C'est-à-dire que, au fond, quand un Arabe, au sens large, un Palestinien, tue un civil, on en chie des pendules, à juste titre. C'est un acte de terrorisme qui prouve que l'Arabe est dangereux et qu'il faut le mater. Qu'en revanche, lorsque l'armée israélienne tue des civils par centaines, c'est un acte de défense légitime. Et au fond, dans le narratif qui nous est servi à longueur de journée, on nous légitime le fait que un Arabe qui tue un civil, c'est un terroriste, un Israélien qui tue un civil, c'est un héros. Est-ce que tu es d'accord pour que nous parlions du sujet du Proche-Orient aujourd'hui ? Alors, je pense que il y a un retard à l'allumage entre la presse et les responsables politiques français par rapport à la décision qu'a prise la Cour internationale de justice cet été, à la mi-juillet, le 17 je crois. La Cour internationale de justice, qui avait été consultée il y a 2 ans par l'Assemblée générale des Nations unies et a mis 2 ans avant de donner sa réponse, l'a donnée indépendamment de ce qui se passe actuellement en Palestine. Et elle a dit qu'il fallait arrêter de prétendre que les massacres qui ont lieu à Gaza ou en Cisjordanie sont des réponses à une agression. Ce sont 2 choses différentes. L'État d'Israël a le droit de se défendre quand il est attaqué, mais le droit de se défendre n'est pas le droit de massacrer. Voilà. Et ça, c'est important parce que créer cette confusion aujourd'hui, c'est violer la décision de la Cour internationale de justice et c'est violer l'adhésion de la France à la Charte des Nations Unies. Ceci n'est plus discutable. Or, j'entends sur les radios, les télévisions, des gens qui tiennent encore ce discours, Israël a le droit de défendre, donc ne vous étonnez pas si on tue 200 000 personnes à Gaza. C'est quantité négligeable. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Eh bien,
l'engagement que nous avons pris par écrit en signant, en adhérant à l'Organisation des Nations Unies et donc en adhérant aux décisions de la Cour internationale de justice qui est un organe intérieur des Nations Unies, nous ne le respectons pas. Nous ne respectons pas notre propre signature quand nous disons ça. Et nous mentons d'une manière invraisemblable. Voilà. On ajoute que l'Assemblée générale de l'ONU vient d'évoquer ce sujet. Alors, l'Assemblée générale a commencé hier et en fait, ce qu'on a vu, c'est une succession d'interventions qui sont divisées en deux groupes. D'un côté, les États-Unis et leurs alliés qui estiment que, voilà, il faut soutenir le droit d'Israël à se défendre, ce que personne n'a jamais contesté. Et d'autre part, un autre groupe, beaucoup plus nombreux, de tous les États qui ne dépendent pas des États-Unis, et qui, les uns après les autres, se sont élevés contre les massacres auxquels on assiste aujourd'hui à Gaza, en Cisjordanie aussi, et maintenant au Liban. Alors, on va en faire le point, mais est-ce que, avant d'aborder la réalité de la situation, qui est importante, est-ce qu'on peut dire 3 mots sur la question du droit international, puisque au fond, nous adorons dire l'Occident, c'est la démocratie face aux barbares. À une époque, on appelait ça des rogue states, les États voyous. Maintenant, on appelle ça plutôt l'axe du mal du côté américain, l'axe de la résistance de l'autre côté, c'est la Russie, l'Iran, le Hezbollah en partie, la Corée du Nord, le Venezuela. Pardon, le terme axe de la résistance est un peu déposé. Ça désigne l'œuvre de Qassem Soleimani qui avait armé et formé les différentes communautés chiites au Moyen-Orient. Donc ça ne comprend pas la Russie. Ça, c'est l'interprétation que l'on a en Occident. Et donc, aujourd'hui, on est un peu dans ce conflit de nous sommes le droit, ils sont la barbarie, au fond. Oui. Et on voit que lorsque le droit international commence à dire mais l'occupation de la terre palestinienne depuis 1948 est contraire au droit, on explique ah oui, non, mais en fait, c'est chiqué, l'Assemblée qui a dit ça n'est pas légitime, etc. Et en fait, est-ce qu'on peut dire 3 mots de cette interprétation à géométrie variable de la notion de droit international? Alors, d'abord, on a affaire à des gens qui sont de mauvaise foi, parce que le droit international, c'est une chose très simple. C'est la reconnaissance et le respect de ce que l'on a signé. Ce n'est pas un code de droit international comme il y a un code pénal. Il n'y a pas de police internationale et il n'y a pas de prison internationale pour le faire appliquer. Donc c'est simplement respecter ce que l'on a signé. Et la Cour internationale de justice est là, c'est le seul tribunal qui ait la légitimité pour juger de ces choses-là, en tout cas pour le juger pour les États ayant adhéré aux Nations Unies, pas les autres. Mais cette Cour, qui est composée de manière internationale, il y a des magistrats de tous les pays là-dedans. Qui a été financée à l'époque, en tout cas dans son esprit, par les États-Unis d'ailleurs. C'est le milliardaire Carnegie. Oui, au départ, mais maintenant le financement est international. Donc cette Cour, dont je pense aucun membre de l'Organisation des Nations Unies ne peut contester la légitimité ni l'impartialité. Sauf que, 3 petits points. Quoi, sauf que on a eu des articles, notamment dans le cartel de la presse subventionnée en France, pour dire c'est une justice politique, blabla. Non, sûrement pas. Blablabla. Il y a des gens qui ont contesté l'arbitrage du juge. Non. Souvent, on a pu dire que cette Cour ne prenait pas de décision, se reculait par rapport aux problèmes qui lui étaient posés. Oui. Mais quand elle affiche à la quasi-unanimité une décision, c'est qu'il n'y a pas d'objection à cette décision. Et là, elle a dit que l'occupation israélienne
des territoires palestiniens viole la Charte des Nations Unies et les accords d'Oslo. Voilà. Donc elle a enjoint aux forces israéliennes de quitter sous 12 mois les territoires palestiniens. Et il faut savoir que cette décision est désormais applicable, puisque l'État de Palestine est devenu depuis quelques jours membre à part entière de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qu'il n'était pas auparavant. Ce qui a été un peu contesté par les Israéliens. Non mais les Israéliens, quand à l'Assemblée générale, je ne sais plus quel est le... Je crois que c'est l'Égypte qui a posé la question à l'ouverture de l'Assemblée générale. Le président de séance a répondu oui, la Palestine est membre de plein droit désormais de cette assemblée. Et le représentant permanent israélien, Dani Danon, a dit « Ah voilà, vous êtes en train de donner une prime au terrorisme, etc. » Bon, il raconte ce qu'il veut. Ça, c'est son opinion personnelle. Mais le droit à parler, c'est tout. Donc, dans la pratique aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la notion de droit international, puisque en 1945, au fond, quand on a créé les Nations Unies, quand les vainqueurs du nazisme ont créé les Nations Unies, ils avaient, d'une façon ou d'une autre, l'illusion de créer un monde fondé sur le droit. Oui. Quel est l'état de la situation aujourd'hui quand on regarde la question palestinienne, puisque beaucoup d'Européens adorent parler de droit? D'abord, il faut se souvenir que quand on a créé les Nations Unies, le Royaume-Uni et les États-Unis étaient contre l'idée défendue à l'époque par l'Union soviétique et par la France, qui voulait que les Nations Unies soient une assemblée d'États souverains pour garantir la paix dans le monde. Et les États-Unis... Une espèce de SDN. Oui, c'était sur la logique de la SDN, mais allant plus loin. La Société des Nations créée en 1919. Voilà, oui. Et dont les secrétaires généraux principaux ont été des Français. Mais donc, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient, eux, pris l'engagement l'un vis-à-vis de l'autre au moment de la Charte de l'Atlantique en 1942, qu'il n'y aurait jamais ce système, mais qu'ils instauraient une gouvernance commune sur l'ensemble du monde. Ce que l'on appelle aujourd'hui la globalisation. Ça n'est rien d'autre que l'application de la Charte de l'Atlantique. Alors, l'Atlantique Nord. Non, de l'Atlantique, c'est la Charte de l'Atlantique, mais après ça a donné le traité de l'Atlantique Nord, mais c'est la Charte de l'Atlantique. Donc, les États-Unis et le Royaume-Uni ont essayé en permanence d'interrompre le droit international et de mettre en avant une gouvernance de leurs deux États sur l'ensemble du monde. Donc ça, ils l'ont fait particulièrement après la dissolution de l'Union soviétique et d'une manière éclatante sous George Bush, où il décidait à la place de tout le monde. Voilà. Donc cette période est terminée. Et le problème des relations internationales aujourd'hui, c'est uniquement ce problème-là. C'est-à-dire, réexplique-nous. Est-ce que le monde doit être gouverné par les anglo-saxons ou le monde doit être gouverné selon le droit international? Voilà. Alors, sachant que parfois la nuance est ténue, c'est-à-dire que les non, je ne trouve pas qu'elle soit ténue du tout. Mais les anglo-saxons adorent dire qu'au fond, leur système est le système de droit international. Non, ils disent que sont pour un monde fondé sur des règles. Quelles règles? Les leurs. Voilà. C'est pas du tout la même chose que le droit international. Les États-Unis et le Royaume-Uni n'arrêtent pas de violer leur propre signature. Personne ne leur dit rien. Alors, je vais replacer... Mais je pense que ça va commencer, on va leur dire. Je vais replacer le sujet. En réalité, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a deux modèles, mais c'est factuellement ce qui se passe. Il y a le modèle où, au fond, les États se mettent d'accord entre eux pour définir un droit international. Et puis, il y a une charte supérieure que les États-Unis et
la Grande-Bretagne, lorsqu'elle est à la manœuvre, décide de faire respecter... Quelle charte? Alors, par exemple, la Charte des Nations Unies... Oui, mais c'est pas du tout ça. Alors, vas-y, explique-nous. La Charte des Nations Unies définit le mode de fonctionnement... La Charte des Nations Unies définit le mode de fonctionnement de cette organisation. Elle est basée sur le droit international. Il s'agit pour la Charte des Nations Unies de définir comment on va faire évoluer le droit international. Ça n'a rien à voir avec le projet des États-Unis et du Royaume-Uni. Sauf qu'il y a un article 4, Oui. un article 5, Oui. un article 6, article 7, Oui. qui autorise sous certaines conditions Oui. Des interventions militaires dans certains États ou pas, Oui. et qu'au fond, les anglo-saxons, comme tu dis, disent « Ah mais là, ça passe sous le coup de l'article X, et donc Non, mais nous sommes fondés à intervenir. » Voilà. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils veulent. Hein? Le droit international, c'est autre chose. Donc ce n'est pas parce que dans les 30 dernières années, on n'a pas arrêté de violer le droit international que cette manière de faire est légitime. Non. Et d'ailleurs, on commence à mettre en cause cette manière de faire. C'était le sens de la lettre envoyée en décembre 2022, 21, je ne sais plus, 2021, par la Russie aux États-Unis, proposant un traité international de paix entre deux sur la base du droit international et disant que les États-Unis devaient respecter ce droit. Donc ça, les États-Unis n'ont pas répondu directement à cette proposition de la Russie. Ils ont préféré organiser la guerre en Ukraine. Et leurs porte-parole ont expliqué ici ou là que il n'était pas question justement d'abandonner le monde fondé sur les règles qu'ils avaient mis tant de temps à construire. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais en fait, les États-Unis et le Royaume-Uni n'ont pas réussi à faire ce système de la guerre de Corée jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique. Parce que là, il y avait en phase 2 un veto qui était permanent. Mais ils ont essayé avant la guerre de Corée. Je rappelle que pendant la guerre de Corée, la délégation soviétique ne siégeait pas aux Nations Unies, qu'il y avait eu un malentendu qui est revenu aux Soviétiques, qui n'avaient pas compris la manière dont le droit de veto s'exerçait. Ils ont changé leur avis, ils sont revenus à la table des négociations après, et ils ont tenu leur position jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique. Là, les États-Unis et le Royaume-Uni ont cru qu'il n'y avait plus d'adversaires véritables et ils ont imposé leurs règles. On reviendra on reviendra dans les prochaines semaines sur ces questions. Alors, je rappelle, pour moi c'est très important. Le droit international est une invention des Français. C'est un Français qui dirigeait une délégation française dans une conférence internationale à La Haye en 1899, Léon Bourgeois, qui a jeté les bases de ce droit. Et quand aujourd'hui j'entends que je suis un agent d'influence de la Russie parce que je défends le droit international, je pense que les gens n'ont pas une connaissance très précise de l'histoire quand même. Qui te dit ça? Non, mais c'est un document de l'OTAN qui dit ça. On y reviendra parce que ça mérite. Donc j'en profite pour dire que donc nous avons décidé que nous faisions toujours notre interview quinzomadaire sur les affaires internationales et nous ferons avec Édouard Husson en même temps, tous les 15 jours un débat qui sera sur podcast sur des problématiques précises. Je pense que le droit international
mériterait d'être une problématique précise dans le cadre de ces débats, et ses origines et sa portée, sa signification et ses modes de fonctionnement, parce que ça fait partie des sujets abstraits que personne n'a dans son scope, alors que c'est essentiel. Donc dans cette affaire, est-ce que, là aussi j'ai été harponné par un zémouriste d'influence qui m'a appelé un soir pour me dire, mais l'occupation, l'État d'Israël n'a fait l'objet d'aucun texte, d'aucune résolution contraignante en matière de relations avec la Palestine, notamment d'aucune relation contraignante de la part de l'ONU dans le cadre de ce que tu appelles, au fond, une forme de droit international. Est-ce que tu peux nous redire Je ne comprends pas du tout cette objection. Moi non plus, mais tu vas nous en parler, tu vas y répondre à ma place. Il doit y avoir une centaine de résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale sur la question israélo-palestinienne, et même d'autres sur la question israélo-arabe. Et à ma connaissance, je pense qu'Israël n'a respecté aucune de ces résolutions. Alors, prends le temps d'en reparler, parce que je t'assure qu'il y a plein de Français... D'ailleurs, la personne qui m'a appelé est plutôt, je dirais, par tradition familiale, plutôt anti-juive, pas antisémite, mais anti-juive. C'est la vieille droite catho, mais qui est convaincue que les musulmans sont une menace permanente, et que donc, au fond, Israël est l'avant-poste de l'Occident dans la lutte contre les arabo-musulmans. Ils disent, mais il n'y a aucune décision en droit international qui interdise à Israël de faire ce qu'ils font, qui prévoit qu'Israël ne doit pas occuper la Cisjordanie, qu'Israël ne doit pas intervenir à Gaza. Est-ce que tu peux rapidement nous faire le point sur ces questions ? Je vais reprendre ce que disait la Cour internationale de justice. Donc d'abord, il y a les accords d'Oslo qui ont été signés par l'autorité palestinienne et par le gouvernement israélien et approuvé par la Knesset. Ça n'a pas beaucoup réussi aux négociateurs israéliens. Non, mais de rire pas, je vais encore être accusé d'être un méchant. Encore rappelle, c'était donc l'époque. Vas-y, dis-nous tout. Oui. Yitzhak Rabin a été assassiné par des sionistes révisionnistes. Je répète toujours, il faut distinguer le sionisme du sionisme révisionniste. Ce sont deux choses différentes. Redis-nous ce qu'est le sionisme révisionniste, parce que tu utilises beaucoup cette expression, mais elle n'est pas forcément claire dans l'esprit de tout le monde. Donc, le sionisme révisionniste, c'est la manière dont un certain Vladimir Jabotinsky a décrit sa propre pensée pour rentrer en conflit avec l'organisation sioniste mondiale, dont il avait été administrateur. Mais Attends, je vais te recouper, les gens vont encore me vomir, mais on redit donc initialement Israël avant Israël, est porté par un certain Theodor Herzl, qui est un Autrichien, qui lance le concept de sionisme, c'est-à-dire un État-nation pour les Juifs. Et cette idée, entre 1880 et 18... Alors moi je vais reprendre ça parce que c'est pas Herzl qui lance ça, c'est une vieille rengaine des politiciens au Royaume-Uni qui ont mis beaucoup de temps à trouver des gens, alors un petit groupe en Hongrie en fait autour de Theodor Herzl, qui a réussi à faire passer cette idée dans la communauté juive, la diaspora à cette époque, qui était à cette époque-là totalement opposée à la création d'un État pour les Juifs. Parce qu'ils se considéraient comme intégrés, voire assimilés aux populations chrétiennes. Les gens avaient des raisons différentes. Il y en a qui considéraient ça, il y en a d'autres qui, pour une raison religieuse, étaient contre la concentration de tous les Juifs à un endroit, etc. Il y avait des raisons différentes. Mais Theodor Herzl a fait un travail pour les convaincre majoritairement. Alors donc, on rappelle, on est au tournant des années 1880. On rappelle qu'en 1880 a lieu le congrès de Berlin où l'Europe va se partager l'Afrique au nom d'un droit à la colonisation. Et Herzl va monter dans ce train en disant « Mais nous aussi, les Juifs, nous avons droit à un État ». Alors Herzl est un Juif autrichien. Quand même, le congrès de Berlin, il y avait inscrit à l'ordre du jour la création de l'État d'Israël qui avait été inscrite par les Britanniques mais qui n'a pas été discutée lors de ce congrès. Donc on est bien dans cette mouvance où au fond l'Occident se dit,
on va redéfinir la carte du monde tel qu'il existe et on va l'occidentaliser. Et dans ce cadre, Herzl va au fond être, je vais simplifier, mais tu vas me modérer et enrichir ce que je dis, va prendre la tête d'un mouvement de juifs d'Europe orientale, beaucoup d'Ukrainiens d'ailleurs, qui vont dire on va créer un État juif quelque part. Alors il y a eu Madagascar, il y a eu le Rwanda, il y a eu la Palestine, et dans ce cadre-là, c'est l'organisation juive mondiale qui va devenir l'espèce d'agence technique de création de cet État jusqu'en 1948. Et Ben Gourion va être, d'une certaine façon, le grand marketeur, le grand directeur général de cette opération qui va consister à acheter des terres en Palestine pour y préparer la création d'un État hébreu, comme on dit aujourd'hui, certains diront État juif, qui va devenir indépendant en 1948. Alors, il faut savoir que pendant que Herzl faisait son travail de conviction de la diaspora juive, en 1915, le haut fonctionnaire britannique qui était en charge de la Palestine, au Foreign Office, a écrit un texte disant « Nous devons veiller à ce que cet État ne devienne jamais capable de se défendre lui-même. Il doit toujours rester dans la dépendance de la défense par la couronne britannique. Parce que, disait-il, cet État doit servir, doit nous permettre d'utiliser la diaspora juive partout dans le monde pour défendre les intérêts de l'Empire britannique. À l'époque, il y avait l'Empire britannique. Bon, ça, il écrivait ça en 1915. La déclaration Balfour a été promulguée 2 ans plus tard. Donc le Royaume-Uni, puis les États-Unis, à la même époque avec les 14 points du président Wilson, se sont engagés à créer cet État en Palestine. Et ce haut fonctionnaire est devenu par la suite le haut commissaire britannique en Palestine, et par la suite encore, il est devenu ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. C'était qui? La Spencer, Lord Herbert Spencer, je pense. Dans la pratique, ce qu'on constate, c'est que donc cette histoire où, au fond, l'État d'Israël était une arme dans un projet colonialiste beaucoup plus global de l'Occident. Il y a eu de nombreuses discussions, puisqu'on ne va pas y revenir, ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais jusqu'en 1940, pour aller très vite, et les spécialistes vont effectivement nous dire vous ne parlez pas de ceci, vous ne parlez pas de cela, mais jusqu'en 1940, les Britanniques ont oscillé entre une sympathie pour la création d'un État hébreu, on va dire ça comme ça, et les difficultés pratiques que ça posait, puisque ça signifiait confisquer des terres d'une façon ou d'une autre, ou remplacer des terres détenues ou en tout cas cultivées par les Palestiniens, au profit de juifs étrangers. C'était ça le sujet. Oui. Alors, il faut savoir aussi que pendant l'entre-deux-guerres, il y a eu une compétition entre la France et le Royaume-Uni pour créer le premier cet État israélien. Donc les Britanniques voulaient le faire dans leur zone mandataire, la Palestine. Mais les Français, en 1936, ont eu le projet de faire ça au Liban. Et c'est le haut-commissaire français au Liban qui s'y est opposé. Pourquoi Parce que c'est une affaire religieuse, en fait. Le Premier ministre français, Léon Blum, était juif, alors que le haut-commissaire français au Liban, dont j'oublie le nom à l'instant, était un catholique à la limite intégriste. C'est pas un général, d'ailleurs? Non, je crois pas. On va reconsulter les sources. Ouais. Donc là, ils n'étaient pas d'accord. Et Léon Blum n'a jamais amené cette question à l'Assemblée nationale pour en discuter. Ça s'est fait uniquement dans des courriers entre les uns et les autres. Thierry, ce qui serait bien, c'est qu'en fait, on prenne le temps de faire l'histoire
de la Palestine avant la Palestine, enfin d'Israël avant Israël. Mais le temps passe et parlons de l'actualité. Oui. Sans vouloir dire que ces sujets ne sont pas importants, ils le sont, mais on y passera du temps. C'est terrible. Qu'est-ce qui va se passer au Liban? Alors, je rappelle, pour ceux qui ne suivent pas les émissions du Courrier, il en reste encore quelques-uns en France, pas nombreux. Tu nous as annoncé au mois de juin que la guerre était imminente. Je t'ai dit tout à l'heure, hors micro, comment moi des petites voix sont venues me dire ce sera plutôt pour octobre. Nous sommes dépositaires de cette information qui est que en octobre ça va chier des bulles en Israël, au Liban. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La presse subventionnée a beaucoup de mal à en parler en France, alors que dans les pays anglo-saxons on en parle beaucoup plus ouvertement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et le Liban? D'abord, il faut recadrer ça dans un schéma beaucoup plus vaste. Aux États-Unis, les Straussiens, c'est-à-dire les adeptes de Léo Strauss, dont font partie aujourd'hui la plupart des hauts fonctionnaires du département d'État. Je te coupe. Oui. Léo Strauss, c'est le fondateur du néoconservatisme, ce qu'on appelle le néoconservatisme. Voilà, c'est ça, oui. Donc, Léo Strauss, qui était un fasciste juif émigré aux États-Unis, un disciple de Jabotinsky dont je parlais tout à l'heure. Donc, ces gens-là avaient l'idée de provoquer un affrontement avec la Russie avant l'élection présidentielle aux États-Unis. Bon, ils voyaient bien qu'ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient avec l'équipe de Joe Biden. Il y a des résistances très fortes, notamment au secrétariat de la Défense. Et voilà, ils ont essayé de tout faire pour ça. Et l'idée qu'ils avaient, c'était d'autoriser l'armée ukrainienne à utiliser certaines armes à longue portée pour atteindre la Russie en profondeur et provoquer ainsi une escalade dans le conflit. La Russie aurait été obligée d'attaquer les forces de l'OTAN, probablement en Pologne ou dans les pays baltes. Et voilà, les choses s'accélérant très vite, on serait arrivé à la guerre nucléaire. Voilà. Donc évidemment, aux États-Unis, il y a quand même des généraux assez sensés, ils ont freiné dans tout ça. Mais les Straussiens sont parvenus, il y a quelques semaines, à autoriser effectivement l'Ukraine à attaquer en profondeur la Russie. Et là, les Russes, après avoir dit on va répondre de manière nucléaire si vous faites ça, les Russes ont dit nous avons en fait le choix de notre riposte. Nous pouvons aussi décider de faire comme vous. Donc nous allons donner des armes à certains de vos ennemis pour qu'ils attaquent certains de vos amis. Et vous allez voir, vous n'allez pas apprécier ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça devait être il y a eu une semaine ou 10 jours. Les Ansar Allah, ce qu'on appelle vulgairement ici les Houthis, c'est une manière péjorative. Donc, Ansar Allah, les rebelles yéménites, a tiré un missile hypersonique sur Israël. Donc ça, ils ne peuvent pas le tirer tout seuls parce que les missiles hypersoniques doivent être guidés par des satellites, ils n'en ont pas. Et ce ne sont certainement pas les Iraniens qui leur ont donné les données satellitaires, ce sont les Russes. Et le missile yéménite, alors les Israéliens disent qu'ils l'ont touché mais qu'ils ne l'ont pas abattu. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, ce missile a touché sa cible qui est un oléoduc qui traverse le sud d'Israël.
Donc c'était la réponse à l'attaque ukrainienne contre un gazoduc en Russie. Et là, bon, les Straussiens ont décidé, bon, bah, si on ne peut pas faire ça comme ça, il faut provoquer la généralisation de la guerre, non pas avec la Russie, mais avec l'Iran. D'où leur volonté d'attaquer le Liban, alors que, bon, ils en parlent depuis des mois, mais ils ne le font pas. Mais là, ils devaient attaquer le Liban avant l'élection présidentielle aux États-Unis. Alors, ils ont commencé, vous savez, par faire exploser les beepers et les talkie-walkie du Hezbollah. Alors, c'est pas les beepers et les talkies du Hezbollah, c'est pas ça. Ce matériel qui a explosé n'était pas utilisé par les combattants du Hezbollah. Il était utilisé par la police du Hezbollah. Parce que dans les quartiers chiites au Liban, la police libanaise ne se déploie pas. C'est le Hezbollah qui a son propre service de sécurité. Voilà. Donc, c'est pas parce que le service de sécurité du Hezbollah a été gravement touché par cette opération que ça change quoi que ce soit au rapport de force entre les deux pays. Mais cette opération est assez intéressante dans la mesure où on ne sait pas du tout comment elle a été réalisée. Bon, chacun fait la recherche de la société qui a fabriqué ce matériel, de celle qui a pu le piéger, tout ça, mais on ne sait pas comment le système a été activé. Alors il y a 2 avions des États-Unis qui ont survolé le Liban et le sud de la Syrie et qui sont allés en Irak après. Et c'est sur leur passage que tout ce matériel a explosé, mais peut-être y a-t-il aussi une composante qui est faite par un système de logiciels espions qui est introduit dans certains de ces matériels. On ne sait pas en fait. Bon, en tout cas, la seule chose que ça montre, c'est que les Israéliens disposaient là d'une arme que personne n'avait envisagée. Est-ce que ça signifie que d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a eu des articles de la presse libanaise qui disent il y a des coups très durs qui ont été portés par Israël au Hezbollah, des frappes très ciblées. Alors, ça c'est autre chose, c'est une deuxième étape, oui. Alors, est-ce que tu peux nous faire l'état de la situation dans les relations entre Israël et le Hezbollah? Est-ce que les frappes qui ont été menées par Israël, préventives, ont affaibli le Hezbollah? Non. Alors d'abord, le président israélien, Isaac Herzog, explique partout que Israël a le droit de se défendre parce que le Hezbollah attaque le nord d'Israël. Ce raisonnement est faux. Parce que après le 7 octobre, Israël immédiatement a attaqué le sud du Liban, au sud du fleuve Litanie, en faisant brûler les champs, en bombardant certaines habitations, en bombardant même certaines voitures. Et ça, tous les jours, ils ont fait ça pendant 5 semaines. Et le Hezbollah n'a pas répondu à ça pendant 5 semaines. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Il y a 100 000 personnes qui ont été obligées de quitter ce territoire à cause des attaques israéliennes et le Hezbollah n'a pas répondu. Donc c'est Israël est lui seul qui a provoqué ce conflit. Ça n'est pas le Hezbollah. Donc ça c'est un premier point. Sauf qu'on dit le Hezbollah, c'est d'une façon ou d'une autre déclaré hostile à Israël pour soulager sur le nord la pression qu'Israël exerçait sur Gaza. Au bout de 5 semaines, les Israéliens ont tué systématiquement les journalistes qui venaient observer ça sur place. Donc, y compris un photographe de Reuters, pas uniquement des gens du Moyen-Orient. Hein. Donc quand Israël a été certain qu'il n'y avait plus d'observateurs sur place qui puissent expliquer ce qui se passait, à ce moment-là, Israël a commencé à attaquer plus durement. Et le Hezbollah a répondu
en disant qu'il faisait un front commun avec le Hamas et qu'il allait bombarder le nord d'Israël pour qu'il y ait autant d'Israéliens qui fuient le nord d'Israël que de Libanais qui avaient été contraints de fuir le sud du Liban. Et c'est ce qui s'est passé. Mais là, vraiment, faites attention à la manière dont on vous présente les choses, parce que vous pouvez vérifier les journaux des 5 semaines suivant l'attaque du 7 octobre. Donc, je ne sais plus quelle était la question, là. Pardon. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, les Israéliens ont affaibli le Hezbollah dans ses frappes? Bon. Les Israéliens ont réussi à tuer plusieurs chefs du Hezbollah. Alors ça, ce sont des opérations très difficiles qu'ils ont réussi. Et ils ont réussi ça de la manière dont ils ont fait les attaques précédentes. C'est-à-dire ils tuent tout le monde et au passage, leur victime est morte. Hein. Leur cible est morte. Mais de même que l'opération sur le service de sécurité dans la rue du Hezbollah a tué des gens dans la rue qui n'avaient rien à voir avec le Hezbollah, de même, simplement ils habitaient dans un quartier où le service de sécurité du Hezbollah était déployé, c'est tout. Donc de même que là, il y a eu, je sais pas, il y a 10 civils qui sont morts pour un membre du sécurité du Hezbollah, c'est dans cet ordre-là. De même, là, ils ont lancé des opérations ciblées contre des chefs du Hezbollah et ils ont ravagé des immeubles entiers, et, bon, pas des quartiers entiers, mais des blocs de maisons entiers. Voilà. Donc oui, ils ont touché quelques commandants du Hezbollah. Ils disent qu'ils ont touché un grand nombre de sites de lance-roquettes ou de lance-missiles. Ça, c'est impossible à vérifier. Pour le savoir, il faudrait regarder les explosions qui ont eu lieu. Parce que si vous touchez un site comme ça, vous entendrez un missile qui vient perforer cet endroit-là, et après vous avez 50 missiles qui étaient en stock qui vont éclater. Voilà. Donc ça, des explosions en chaîne comme ça, on n'en rapporte pas beaucoup. Il y en a eu, mais on n'en rapporte pas beaucoup. Et de toute manière, les principaux missiles du Hezbollah sont enterrés. Ils ne sont pas atteignables par des bombes normales. Il faut des bombes pénétrantes pour ça. Et Israël n'en a pas tant que ça, quand même. Il y a, je ne sais plus, 2 ou 3 semaines, le Hezbollah avait diffusé une vidéo de sa ville souterraine. C'est une vidéo très impressionnante. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vu sur le Hamas. Le Hamas, c'est des petits couloirs étroits, vous êtes comme ça. Là, c'est une ville souterraine, vous avez des camions qui passent dans un sens, dans un autre, en portant des engins extraordinaires, tout ça. Hein. Et donc, cette ville souterraine, à ma connaissance, elle n'a pas du tout été atteinte. Voilà. Et il y a d'autres installations un peu partout. Alors, ce qui est nouveau, c'est que Israël n'a pas simplement bombardé des quartiers chiites, mais aussi des quartiers sunnites et des quartiers chrétiens. Donc ça renvoie à la vieille doctrine militaire d'Israël vis-à-vis du Liban, qui était énoncée par David Ben Gourion et Moshe Charette dans les années 50, où il s'agissait de diviser le Liban en communautés religieuses, les unes contre les autres. Donc là, on a lancé un message aux sunnites et aux chrétiens: arrêtez de vous solidariser avec le Hezbollah, ou alors vous allez y passer vous aussi.
Parce que quand il y a eu l'affaire des beepers, des talkie-walkie, mais tout le monde est allé se porter au secours des gens dans la rue. Personne n'a dit quelle est ta religion avant de porter secours aux gens. Ça n'aurait pas venu à l'esprit. Et même des opposants au Hezbollah comme Samir Jaja, qui est un pro-israélien, ont dit qu'il fallait donner le sang pour sauver ces gens-là. Donc tout le monde est allé dans les hôpitaux donner son sang. Voilà, donc ça, il faut voir quelles vont être les conséquences de ces tirs de missiles, mais sûrement il y en aura. Alors, j'observe quand même que la presse libanaise, dont je sais que tu es friand, hésite entre, notamment dans l'Orient le Jour, Oui. qui est un journal qui a fait un peu consensus comme thermomètre, pas forcément source. Un journal financé par l'Union européenne. Voilà, mais il donne une température. Il donne une température chez les chrétiens. Pas chez les Libanais, chez les chrétiens. Et donc, l'Orient le Jour, c'est ce que tu dis reste néanmoins précieux, parce que l'Orient le Jour a hésité entre le Hezbollah va perdre la guerre, mais à quel prix pour le Liban, et puis le Hezbollah garde un certain nombre de cartes entre ses mains. Et c'est vrai que nous, de l'extérieur, nous ne sommes pas sur place, c'est difficile de savoir si les frappes israéliennes, l'explosion des pagers, des talkie-walkie, etc., il est difficile de savoir la portée opérationnelle de ces actions. Selon toi, est-ce que ces opérations donnent une chance à Israël de gagner une guerre dont plus personne ne conteste au fond aujourd'hui le fait qu'elle sera chaude, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle se terminera par l'avancée de troupes israéliennes sur le territoire libanais, comme elles ont avancé à Gaza, comme elles avancent en Cisjordanie, on en dira, j'espère, quelques mots. Je ne pense pas que ça se passera comme ça. Alors, dis-nous tout. Il y aura une entrée des troupes israéliennes, mais je ne pense pas qu'elles pourront rester sur le sol libanais. Pourquoi ? Parce que la résistance libanaise ne le permettra pas. Ou alors il faudra... C'est qui la résistance libanaise aujourd'hui ? Alors, l'expression résistance libanaise désigne les forces du Hezbollah qui sont principalement des forces chiites, mais qui ont aussi maintenant agrégé à elles des sunnites, des druzes et des chrétiens. L'expression résistance libanaise a été choisie par les Libanais en référence à la résistance française au nazisme. De Gaulle a vécu au Liban, vous savez. En quelle année ? En 1942, il était installé au Liban. Il n'était pas à Londres. Bon, d'accord. Donc, je connais les gens qui ont livré la bataille en 2006 quand l'armée israélienne est rentrée au Liban en 2006. Bon, moi j'ai été très impressionné par ces gens-là, vraiment. Pourquoi ? Je pense que ce sont des combattants exemplaires. Vraiment. Et je ne suis pas le seul à penser ça parce que tous les gens qui les ont approchés ont eu le même sentiment. Et certaines académies militaires dans le monde les ont invités pour comprendre comment ils se battaient. Alors ça a mis du temps, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais, parce qu'il y avait une réticence vis-à-vis du Hezbollah. On présente ici le Hezbollah comme une organisation terroriste, ce qu'il n'est absolument pas. Le Hezbollah n'a jamais fait d'attentat contre des civils, absolument jamais. On vous raconte les histoires en Bulgarie ou en Argentine. Tout ça, ça ne tient pas la route. Si vous allez enquêter sur place, ça n'est manifestement pas le Hezbollah qui a fait ça. Ce qui perturbe l'Occident sur le Hezbollah, je veux le dire de façon libertarienne, c'est que c'est au fond une organisation privée
Oui. qui a gagné une valeur d'État, étatique. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'ils se sont substitués au service public libanais Oui. pour faire fonctionner la société Oui. libanaise là où ils étaient Oui, oui. influents. C'est ça qui gêne l'Occident. L'Occident a installé un État fantoche, l'État libanais, parce que c'est un État fantoche, et auquel les Occidentaux donnent des ordres. Là, en ce moment, Jean-Yves Le Drian est à Beyrouth et il dit « Tiens, maintenant, vous devez élire votre président », alors qu'à un moment, il a bloqué l'élection du président, tout ça. Enfin, il faut savoir, c'est le Parlement qui élit le président, c'est pas au suffrage universel. Sans ça, Hassan Nasrallah serait président depuis très longtemps. Est-ce que le Hezbollah est vraiment populaire au Liban? Moi, je dirais qu'entre les 2/3 et les 3/4 des Libanais soutiennent le Hezbollah. Est-ce que la question qu'on lit dans l'Orient, dans l'Orient le jour, qui est est-ce que quel prix Israël va-t-il, quel prix le Liban va-t-il payer pour ces arrangements avec le Hezbollah? Est-ce que cette question-là, beaucoup de Libanais se la posent? Je pense que tout le monde se la pose. C'est-à-dire, la question, on peut la reformuler autrement. Si on trahit notre pays, est-ce qu'on ne sera pas massacré? Voilà. Donc, comme j'expliquais, on divise le pays en communautés. Et il faut savoir, depuis la guerre civile, les gens sont regroupés dans des villes de manière communauté religieuse. Et quand vous allez à Beyrouth, vous avez des quartiers selon la religion. Donc vous traversez une rue et vous avez une autre population. C'est Aulnay-sous-Bois. Je crois que c'est beaucoup plus marqué que ça au Liban. Beaucoup plus marqué au Liban. Tu ne vas jamais à Aulnay-sous-Bois. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, c'est vrai. Mais je pense que c'est beaucoup plus marqué au Liban. Et moi, je me souviens d'une célèbre famille marronite. Non, c'est pas des marronites, c'était des chrétiens orthodoxes qui m'avaient invité et j'expliquais que j'avais rendez-vous le lendemain avec tel dirigeant du Hezbollah. Et ils m'ont dit « Ah, et où est-ce que vous allez ?» Je vais à Daïé, le quartier chiite. Ah, vous allez là-bas? Mais nous n'y sommes jamais allés. Voilà. C'est Aulnay-sous-Bois. C'est la même ville, mais ils n'étaient jamais allés dans ce quartier-là. Donc il y a une méconnaissance de ces différentes populations entre elles. Ça, c'est toujours vrai aujourd'hui. Ce qui fait que c'est un État, c'est le Hezbollah. Ça n'est pas le gouvernement. C'est le Hezbollah qui fait que c'est un État. Alors, pour reprendre ma question, est-ce que le Hezbollah, parce que je lis dans la presse libanaise, moi j'ai lu deux choses qui ont retenu mon attention. C'est ce fameux article disant « Le Hezbollah va perdre, mais à quel prix ?» Et j'ai lu le papier de l'interview de Walid Jumblat, un héros de mon enfance. Il avait une Range Rover extraordinaire dans les années 80. J'ai toujours adoré les bagnoles. Et Walid Jumblat, donc, qui est le chef druze, enfin le leader de la communauté druze. Un des deux leaders de les Druzes sont divisés en deux groupes. Mais il appartient à cette communauté mystérieuse que sont les Druzes. Oui, l'autre branche, c'est celle du prince Talal Arslan. Mais Walid Jumblat avait la force d'être le patron des milices druzes, ce qu'on appelait à une époque les milices druzes, c'est-à-dire, au fond, les forces, l'armée druze au Liban, qui dit le Hezbollah a encore des cartes dans sa manche. Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire quand Walid Jumblat dit mais le Hezbollah a des cartes dans sa manche? Il faut savoir que Walid Jumblat est un adversaire traditionnel du Hezbollah et qu'en 2008, la question même s'est posée de le tuer ou de le laisser vivant quand même. Mais il est resté vivant. Parce que le prince Talal Arslan, qui lui est l'allié du Hezbollah, a plaidé en sa faveur et a demandé qu'il reste vivant. Ce qui montre que les Druzes, et qui est un sujet au Liban, ce qui montre qu'au Liban, il y a des communautés religieuses qui restent d'une façon ou d'une autre solidaires malgré les calculs politiciens. Oui, oui, oui. Et donc quand Walid Jumblat
Bon, figure des Druzes. C'est une affaire un peu tribale, hein. Surtout chez les Druzes. Ça fait 50 ans que Walid Jumblat est le leader d'une aile des Druzes, mais c'est une personnalité. Quand il dit le Hezbollah a encore des cartes dans sa main, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est parfaitement conscient que les Israéliens n'ont pas touché le cœur du système de défense du Hezbollah. Et ce matin même, le Hezbollah a tiré un missile hypersonique sur Tel Aviv. Qui a explosé ou pas? Sur Tel Aviv ou pas? La cible, je pense que c'était le quartier général de Tsahal. Alors, donc, effectivement, le Hezbollah a revendiqué cette action. Est-ce que selon toi, pour résumer le débat, est-ce que selon toi, le Hezbollah a une chance de gagner la guerre? À court terme, non. À long terme, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, dans un premier temps, les États-Unis vont venir au secours d'Israël et les États-Unis ont une force de destruction considérable. Mais dans un deuxième temps, sur le terrain, il ne sera pas possible aux Israéliens de se maintenir et donc là, le Hezbollah gagnera. Donc concrètement, ce que tu nous dis, c'est que surtout le volet technologique, on s'envoie des bombes, des missiles, des frappes ciblées, comme disent les Israéliens. Les Israéliens vont gagner parce qu'ils ont une supériorité technologique. Mais quand il va s'agir... Non. Ils vont gagner parce qu'ils disposent de l'arsenal des États-Unis. Et lorsqu'il s'agira d'occuper le terrain, d'envoyer des troupes pour... Ils vont se faire balayer. Alors, certains disent au Hamas à Gaza, le Hamas est en train de gagner et le Hamas ne cherche pas d'accord de paix parce que le Hamas se dit on va gagner à l'usure. Au fond, le Hezbollah se dirait la même chose. Non mais le Hamas et le Hezbollah, ça n'a aucun rapport. Le Hamas, c'est groupusculaire. Le Hezbollah... c'était 14 000 combattants officiellement. Oui, mais... 2 divisions, enfin une grosse division, quoi. Par rapport au Hezbollah, c'est groupusculaire. Le Hezbollah, c'est une armée organisée avec des uniformes, des canons, c'est une véritable armée. C'est une véritable armée. Pour en revenir à ma question, est-ce que tu penses que le Hezbollah peut gagner la guerre contre Israël, ce qui est aujourd'hui l'objet d'un débat? Non, pour moi, il n'y a aucun doute que sur le long terme, le Hezbollah gagnera. À quel prix pour les Libanais? Ah, ça... Tant que les États-Unis soutiendront Israël, ça sera un prix extrêmement lourd. Plusieurs centaines de milliers de morts. Écoutez, là, en 2 jours, l'Israël a tué 600 personnes. Et 500 000 personnes, enfin 400 000 plus les 100 000 précédents, se sont déplacées. Voilà. Donc, ça c'est le début de l'opération. Dans la pratique, le Hezbollah peut tenir combien de temps face à une intervention israélienne dont on pense qu'elle est à peu près inévitable, c'est-à-dire qu'il y a des troupes au sol israéliennes qui vont envahir le Hezbollah peut tenir tant qu'il est vivant. Ça n'est pas une question de matériel. Bon, ils ont du matériel, mais quand il sera détruit, ils en auront un autre qui sera juste un matériel plus léger, mais ils continueront à se battre jusqu'à leur mort à tous. C'est un exemple absolument exceptionnel. Je pense que on n'a pas idée de la manière de penser de ces gens-là, du sacrifice dont ils sont capables pour libérer leur pays. In fine, si je suis ton raisonnement, le Hezbollah, après une guerre d'enlisement extrêmement longue, alors je fais quand même le parallèle avec Gaza, où
on entend que le gouvernement israélien a l'intention de pratiquer une purification ethnique, c'est-à-dire de dire aux Gazaouis, maintenant vous partez, vous allez ailleurs. On peut imaginer que, puisque on le rappelle, en fait l'enjeu c'est que initialement il y avait des accords de paix qui prévoyaient la démilitarisation du sud du fleuve Litani, et le Hezbollah n'a pas complètement appliqué cette disposition. Vas-y, explique-nous. La résolution 1701 qui a été imposée par Madame Victoria Nuland, celle qui a organisé le coup d'État là, en Ukraine. Donc cette résolution prévoit effectivement de démilitariser le sud, l'extrême sud du Liban. Mais en fait, ce n'est pas une démilitarisation. Ça prévoit que seule l'armée libanaise se trouvera à cet endroit. C'est une dé-hezbollahisation. Oui, sauf que l'armée libanaise a dit au Hezbollah, vous avez le droit de venir là. Et donc personne n'a violé cette résolution. Mais personne du côté libanais n'a violé cette résolution. Mais cette même résolution fait obligation aux Israéliens de respecter la ligne de démarcation, ce qu'ils ne font pas, puisque tous les jours, depuis 2006, et chaque mois, il y a un relevé des violations de cette résolution qui est envoyé au Conseil de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc tous les jours, l'armée israélienne viole au minimum l'espace aérien du Liban. Et généralement, d'ailleurs, il utilise cet espace aérien pour attaquer la Syrie ou l'Irak. Voilà. Dans la pratique, puisque c'est la question qu'on se pose tous, la rumeur, et je voudrais t'interroger là-dessus, avant que de toute façon on en reparle, puisqu'on n'a pas fini d'en parler, en réalité il y a deux rumeurs. C'est d'abord que les Israéliens se disent les élections américaines arrivent et il faut qu'on en finisse avant les élections américaines, parce qu'on ne sait pas, on ne va pas lâcher la proie pour l'ombre. Et deuxièmement, on parle d'escalade nucléaire au Liban de la part d'Israël. Est-ce que tu peux réagir sur ces deux sujets ? Alors, quand on parle d'escalade nucléaire, je ne sais pas si on parle d'armes tactiques ou d'armes stratégiques. Si l'on parle d'armes tactiques, Israël en a déjà utilisé au moins une en 2006 au sud du Liban. Ça a été constaté par les radiations, tout ça, bon, bref. Si l'on parle d'armes stratégiques, les retombées de cette arme stratégique ne seraient pas prévisibles. Ne se limiterait pas au Liban. Ça ne se limiterait pas au Liban et ça pourrait très bien revenir en boomerang sur la population israélienne. Donc s'il y avait un usage d'armes stratégiques, ça serait la doctrine Samson. Voilà, on pousse les piliers des Philistins et le palais des méchants s'écroule sur notre tête. Nous mourrons comme ça. Voilà. Donc il y a dans l'armée israélienne un groupe qui est sur cette doctrine Samson. Et c'est un groupe parmi d'autres au sein de l'armée israélienne. La doctrine Samson, c'est la théorie de la terre brûlée lorsque Napoléon envahit... Pas du tout. Alors, explique-nous. La doctrine de la terre brûlée, c'est lorsque Napoléon ou Hitler envahissent la Russie, la Russie joue sur son immense espace. Donc les populations se reculent vers la Sibérie quand l'envahisseur arrive. Et on brûle au fur et à mesure les villes à l'arrivée, et les terres à l'arrivée de l'envahisseur pour qu'il n'ait pas le moyen d'exploiter quoi que ce soit. Notamment de se nourrir.
notamment de se nourrir, et au bout d'un moment, il est épuisé par son avancée, sa logistique ne peut pas suivre et il est obligé de partir tout seul en fait. Napoléon ne s'est pas replié parce qu'il a été battu par l'armée russe, mais parce que dans l'hiver, il ne pouvait pas tenir. Il n'y avait plus à bouffer. Voilà, absolument. Voilà. Donc ça, c'est la terre brûlée. La doctrine Samson, ça n'est pas ça, c'est un suicide. Vous allez mourir, mais nous allons mourir avec vous. C'est le scorpion. Oui, c'est ça. Pour que les gens comprennent ton diagnostic, est-ce que nous sommes au bord d'une situation où Israël va se suicider comme un scorpion? C'est tout à fait possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui dirigent Israël n'ont aucun égard pour leur propre population. Et donc sont prêts à sacrifier leur propre population avec eux. C'est le Götterdämmerung, c'est le crépuscule des dieux. Donc Götterdämmerung, qui est le 3e épisode de Wagner, de la tétralogie de Wagner. Qui est l'histoire du suicide d'Adolf Hitler aussi. Bon, donc Götterdämmerung, où on assiste à la mort de Siegfried. Et c'est un épisode très païen. Oui. Mais j'insiste là-dessus, ce sont des idéologies très proches. Les sionistes révisionnistes de Jabotinsky n'étaient pas des nazis, mais c'était des fascistes, des alliés de Mussolini. Le Bétard a été créé à Rome avec l'appui de Mussolini. Bon, mais puisque je vais te taquiner quand même en tant qu'admirateur, en tant qu'auditeur régulier de Wagner, on dira que Wagner a vécu avant Hitler. Donc oui. Götterdämmerung, c'est le 19e siècle et Hitler, c'est le 20e siècle. Oui. Dans la pratique, ce scénario, ça veut dire quoi? Ça signifie concrètement que tôt ou tard, les Israéliens envoient des armes nucléaires tactiques sur le Liban et qu'il y a des pertes civiles colossales et qu'au fond, tout le monde se dit, là on a passé un cap, on ne peut plus réagir. Les Iraniens disent, on ne va pas aller jusqu'au conflit global. Et tout le monde arrête. Une arme tactique ne va pas faire des centaines de milliers de morts. Une arme tactique... Quoique. Normalement, elle est utilisée sur le champ de bataille pour gagner quelque chose sur le champ de bataille. Mais celle qu'ils ont utilisée en 2006, c'était je ne me souviens plus le nom de la prison qu'ils avaient eue pendant l'occupation israélienne du Liban et où des combattants de la résistance s'étaient réfugiés. Donc ils ont bombardé avec une arme atomique cette prison. Donc peut-être y a-t-il eu quelques centaines de morts, mais pas des milliers. Bon. Alors, par contre, il continue à y avoir des radiations des années après. Mais quand on parle d'utiliser des armes tactiques, on ne cherche pas à tuer un grand nombre de gens. On cherche juste à renverser le sort d'une bataille. Ton diagnostic, c'est que ça va arriver ou pas? Qu'ils utilisent des armes tactiques, ça me paraît dans la logique des choses. Qu'ils utilisent une arme stratégique, ça serait une escalade absolument terrible. Est-ce qu'ils cherchent à profiter, ce sera ma dernière question, des élections américaines qui ont lieu le 4 novembre, historiquement? Est-ce qu'ils se disent, on a jusqu'au 4 novembre pour marquer des points et maximiser nos bénéfices avant que on ne sait qui arrive au pouvoir, avec on ne sait quelles conséquences? Les sionistes révisionnistes sont dans cette logique, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, il faut se rendre compte que 2/3 des Israéliens ne les suivent pas. 2/3, c'est quand même pas négligeable. Sauf que le dernier sondage montre que les Israéliens soutiennent plutôt l'intervention au Liban. Pour ce qu'ils en comprennent jusque-là. Mais c'est quand même une force pour Netanyahou de dire, mais regardez les sondages, ils sont d'accord avec moi. Non.
les sondages ne disent pas du tout qu'ils sont d'accord avec Netanyahou. Les sondages peuvent dire qu'ils sont d'accord avec telle ou telle action. Mais les sondages, au contraire, tous disent que les gens ne sont pas d'accord avec Netanyahou et avec son idéologie. Mais t'es Netanyahou, tu te dis, quand j'envoie des bombes au Liban, finalement, les gens aiment bien. Donc oui. j'en renvoie encore plus, puis j'en enverrai, puis ils m'aimeront. Je ne pense pas que Benjamin Netanyahou cherche aujourd'hui à être aimé. Non, mais à être soutenu, parce qu'on est tous d'accord sur ce que tu dis, mais non, il cherche à ne pas être dans les censuré. Sondages, il monte. Il cherche à ne pas être censuré, c'est pas pareil. Bon, Thierry, on va se revoir. Déjà, on fait quand même avec Édouard Husson un débat sur la trilatérale oui. et sur le soft power en Occident. Donc c'est pour mercredi prochain. Oui. Tu nous redis quand même comment on fait pour t'abonner à ton excellente lettre. Je la lis, elle est pleine d'éléments factuels extrêmement importants. Et oui. Pour ceux qui veulent s'y accrocher, alors c'est pas ceux qui veulent avoir un slogan de Macron est un con. C'est qu'il y a un chanteur qui a fait débat au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui s'appelle Philippe Catherine, qui a été choisi par Macron pour représenter la France sous les travers d'un schtroumpf à poil disant tout nu on vit plus heureux. Voilà. Et ce gars avait quand même fait une chanson dont le refrain était Monsieur Macron est-il un con. Et donc dans la pratique la semaine prochaine on fait un débat sur la trilatérale, sur le soft power. Et on peut s'abonner à ta lettre, oui. voltairenet.org. Voltairenet.org, c'est mon site internet, et vous pouvez depuis ce site vous abonner à cette lettre qui est payante et consulter aussi mes articles et ceux de mes collaborateurs qui, eux, sont gratuits. Bon. Donc cette lettre est importante, lisez-la parce qu'elle permet de faire le point de façon factuelle sur l'actualité internationale et d'avoir un point de vue. Évidemment, abonnez-vous au Courrier des Stratèges si vous ne l'avez pas encore fait. Mais je sais que vous l'avez déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un débat podcast. Okay. On fera peut-être une restitution vidéo, mais rudimentaire, de ce qu'on se dit. On parle de la trilatérale. Okay. Et puis dans 15 jours, on reparle de la situation au Liban, puisqu'on est à peu près sûr qu'elle aura évolué dans un sens comme dans un autre, et on pourra vérifier. Dans un mauvais sens, ça c'est prévisible. On pourra vérifier qui est, de quel côté penche le manomètre, si j'ose dire, pour savoir si ce sont les Israéliens ou les Libanais qui remportent le morceau. Il y a un débat aujourd'hui. La presse subventionnée adore dire que les Israéliens vont gagner les doigts dans le nez. Non, mais ça, c'est de la pure propagande. Ça n'a aucun rapport avec le rapport de force sur place. Le Hezbollah est plus puissant que les FDI s'ils ne sont pas soutenus par les États-Unis. Bon, on refait le point la semaine prochaine, et puis dans 15 jours, en fait, notre rendez-vous devient hebdomadaire. Merci Thierry, à bientôt. À très bientôt.